Ce sommet, c'est l'occasion pour nous de faire un point sur les échanges économiques essentiellement Ouais. entre la Russie et les partenaires de Moscou en Afrique. Alors, ma première question, Mhm. c'est quelle est la nature de ces échanges? D'accord, ouais. Alors, bon, d'une manière générale, peut-être commencer par rappeler que l'ensemble du commerce entre la Russie et le continent africain, ça tourne, enfin, le volume de ce commerce, si vous préférez, tourne en général autour de, on pourrait dire, entre 15 et 20 milliards de dollars par an, mais ceci inclut les pays du Maghreb, où on trouve les principaux partenaires économiques de la Russie sur le continent, avec notamment l'Algérie et l'Égypte, hein, qui sont vraiment les poids lourds de ce commerce. Si on retire le Maghreb et qu'on s'intéresse à l'Afrique subsaharienne, on tombe en revanche sur une balance commerciale, en tout cas un volume d'échange qui est plutôt dans la zone des 3 à 5 milliards de dollars par an, ce qui veut dire que c'est vraiment très très faible. Sur maintenant ce qu'ils échangent, bah, écoutez, d'une manière générale, la Russie importe des produits, des produits agricoles, du cacao, des choses comme ça, par exemple, mais aussi des minerais comme le cobalt, par exemple, ou le lithium, hein, qu'on ne trouve pas en Russie. Et à l'inverse, les pays africains importent des produits transformés, des machines, de l'engrais, beaucoup d'engrais, des céréales évidemment, et tout ce qui est en lien avec des produits pétroliers transformés, par exemple, hein, aussi. Jusqu'à quel point ces pays sont-ils dépendants des engrais, des céréales et des produits agricoles russes? Je ne vais pas vous le faire par pays parce que Mhm. j'ai pas les Oui, chiffres et puis ça oui, prendrait un temps fou. oui. En revanche, ce qu'il faut comprendre, c'est que les importations africaines de céréales russes sont quand même substantielles puisque la Russie fournit en gros 20% de ses céréales au continent africain dans son ensemble. Avec évidemment des pays qui ont plus ou moins de dépendance à l'égard de la Russie dans la mesure où dans le panachage de leurs importations, la Russie est quand même un fournisseur majeur, hein. On peut penser à l'Égypte par exemple. Mais effectivement, voilà, en gros, 20% des importations de céréales par les Africains proviennent de Russie, ce qui fait qu'évidemment, c'est un partenaire qui est indispensable. Pour les engrais, il y a là aussi une dépendance à l'égard de la Russie, qui est un producteur et un exportateur majeur d'engrais. Et souvent, c'est d'ailleurs le versant, j'allais dire, de cette question qu'on a tendance à oublier, puisqu'évidemment, surtout à cause de l'actualité récente, on focalise surtout sur l'aspect céréal, alors qu'il y a aussi une Mhm. autre problématique qui est celle des engrais. Et depuis un an, avec les sanctions internationales, avec les difficultés liées à la guerre proprement dite, comment est-ce que les exportations russes vont vers l'Afrique et dans le sens inverse, est-ce que les sanctions internationales ont impacté, rendre plus difficile les importations russes en provenant de l'Afrique? Alors, il est impacté dans la mesure où le débouché maritime naturel qui permet ces relations commerciales et les exportations et les flux maritimes, c'est la mer Noire. C'est la mer Noire et c'est un débouché majeur en ce qui concerne l'interface côtier russe, puisqu'il y a des terminaux céréaliers très importants, hein, à Taman, à Novorossiysk par exemple, et c'est aussi d'ailleurs un débouché important pour les exportations d'hydrocarbures. Il y a eu des tensions dans la mesure où si les céréales et les engrais en tant que commodité n'ont pas été sanctionnés ni par les Européens ni par les Mhm. Américains, en revanche, il y a des opérateurs russes, des sociétés russes, des hommes d'affaires russes qui travaillent avec le complexe agro-industriel russe, etc., qui, eux, se sont retrouvés sur des listes de sanctions. Tant et si bien que ça a créé des difficultés pour les partenaires étrangers de la Russie qui tout de suite se sont crispés, se sont rétractés, ont cherché à, voilà, éventuellement d'autres circuits, ou en tout cas ont eu plus de difficultés à pouvoir vouloir commercer avec la Russie. C'était d'ailleurs un des enjeux au passage des exigences formulées par la Russie pour la prolongation de l'accord céréalier, hein, qui est arrivé à échéance il y a bientôt une dizaine de jours. Bon, je ferme la parenthèse. Donc néanmoins, en dépit de je dirais, de ces problèmes sur l'écosystème des exportations russes de céréales. Ces exportations ont bien eu lieu, puisque l'an dernier, on a appris que la Russie avait exporté pratiquement 55 millions de tonnes de céréales, ce qui est un record absolu, et que les projections pour la prochaine saison font état de la même chose, voire de 60 millions de tonnes, en fonction de ce qu'on prend, hein. Donc, a priori, de toute façon, elle a pu exporter, elle exporte et elle exportera néanmoins ces céréales.
vers ses clients et ses partenaires en Afrique et ailleurs, hein. Mais pour les engrais, Ouais, ouais. Alors là, il y a eu un peu plus de turbulence parce que il y a un certain nombre de stocks et d'engrais russes qui ont été gelés dans des ports européens, aux Pays-Bas, en Belgique, dans les pays baltes. Ça représente quand même plus de 200 000 tonnes d'engrais qui ont été gelés dès que la guerre a éclaté. Et ça aussi, ça faisait partie des exigences formulées par la Russie, hein, dégel de ces stocks pour que l'accord céréalier soit reconduit. Bon. Néanmoins, il reste toujours des flux d'exportation. Alors la différence avec les céréales, c'est que si pour les céréales, le prix à la tonne est relativement bas, en dépit du fait que la demande reste assez haute, hein, en revanche, le prix pour les fertilisants, enfin pour les engrais, est quand même très très haut. vous avez parlé de l'importance du corridor via la mer Noire. Et justement, le fait que la Russie se soit retirée de cet accord, quel impact peut-on redouter pour les pays africains? Alors l'impact va principalement se faire sentir auprès des pays africains qui achetaient des céréales en provenance d'Ukraine, puisque la suspension par la Russie de l'accord sur les céréales a dessert surtout l'Ukraine, puisqu'elle a été Mm. quand même la grande bénéficiaire de ces accords, dans la mesure où il y avait des ports ukrainiens qui étaient sanctuarisés en vertu de cet accord, il y avait des corridors maritimes sécurisés qui permettaient aux bateaux de se rendre en toute sécurité vers les ports ukrainiens ou de partir depuis les ports ukrainiens. Bon, tout ceci n'existe plus et depuis que la Russie est sortie de l'accord, et en réalité un petit peu avant qu'elle ne sorte, elle se livre à quand même des bombardements assez intensifs sur les ports d'Odessa et les autres ports ukrainiens. Et donc, les routes qui restent pour évacuer les céréales ukrainiennes vers d'autres marchés, ben, c'est des routes terrestres, hein, c'est le rail, c'est la route. Il y a le Danube aussi, mais ils ne peuvent pas compenser en termes de volume le débouché que représentait la mer Noire, puisque les terminal d'Odessa, etc., étaient quand même configurés pour exporter massivement plusieurs millions de tonnes de céréales chaque année. Alors évidemment, les pays qui avaient dans leur panachage, comment dirais-je, beaucoup de céréales ukrainiennes, eux, ils vont devoir se fournir auprès d'autres exportateurs, hein, d'autres fournisseurs. Alors ça peut être la Russie, bon, ça peut être également des pays comme la France ou le Canada, sauf qu'évidemment le prix va pas être le même. Mm. Mhm. Probablement que le prix à la tonne sera plus élevé, puisqu'une fois encore, le prix à la tonne pour les céréales russes, en plus il y a un petit discount qui est fait parce que c'est une commodité qui est tradée en fait, hein, c'est-à-dire que tous les jours il y a des Mhm. gens qui boursicotent et qui vendent ces prix-là. Donc si vous voulez, le prix à la tonne pour la Russie est un petit peu moins cher que pour la France et le Canada, encore qu'il faut regarder de quelles céréales on parle après. Et c'est pour ça que les Russes ont en réalité commencé à faire des gestes dès avant le sommet Russie-Afrique, et a fortiori, ils en font aujourd'hui et probablement qu'ils en feront encore à l'égard des pays partenaires. Mais est-ce qu'on pourrait dire que le fait de se retirer du corridor, ça avantage les Russes, d'après ce qu'on vous dit? Bah, de toute manière, avant cet accord, pendant cet accord, et jusqu'à ce qu'il arrive à échéance, hein, les Russes exportaient. De toute manière, ils ont des stocks qui sont au maximum. Les Mm. silos sont pleins. Ils ont une récolte qui était abondante cette année. La récolte qui s'annonce a priori sera tout aussi abondante, quoi, si on en croit les premières projections. Donc de toute façon, c'est pas des grains qu'ils vont garder chez eux Mm. sous leur oreiller ou dans leur coffre, hein. Ça ne sert à rien, il faut les vendre. Donc oui, les Russes vont essayer de s'emparer de certaines parts de marché, mais à mon avis, ils seront pas les seuls, hein. Qu'attend Moscou en retour de tous ces bons gestes et de tous ces calculs aussi vis-à-vis de leurs partenaires africains? Bon, d'une manière générale, on est dans le cadre d'une relation Russie-Afrique qui se développe, hein, qui est sur une dynamique de développement depuis plusieurs années. Il y a eu le sommet Russie-Afrique à Sochi en 2019. Là, on a un sommet Russie-Afrique, mais néanmoins qui peine encore à décoller au niveau économique. On en a parlé juste avant. Et il reste encore tout un volet, j'allais dire, en termes de coopération universitaire, humanitaire, de connaissances mutuelles, j'allais dire, des personnes qui restent encore assez insatisfaisant, et donc qui demande à être développé avec l'ouverture de centres culturels de part et d'autre d'ailleurs aussi. Il y a quand même une relation qui encore cherche ses ressorts, ses tremplins parfois pour décoller et sortir de l'éternel vecteur sécuritaire des ventes d'armement, des Wagner et autres, pour élargir finalement, j'allais dire, le scope de cette coopération. Donc ça, c'est d'une manière générale le contexte dans lequel, si vous voulez, se tient ce sommet Russie-Afrique. Merci infiniment, Igor Dolanoé.